Bonjour chers camarades étudiants, chers apprenants de Master 1. C'est bel et bien votre enseignant qui intervient dans le cadre des cours de droit de l'homme. J'allais dire, nous sommes là juste pour vous enseigner les cours de droit de l'homme. Le droit de l'homme, je pense tout le monde est sans ignorer qu'aujourd'hui, de partout, c'est le mot qui résonne, ou c'est le groupe de mots qui résonne. Et nous serons amenés avec vous à vous dispenser ces cours de façon résumée et en suivant le plan ci-après. Après l'introduction, nous aurons à vous donner les différentes définitions des droits de l'homme, les caractéristiques des droits de l'homme, l'historique des droits de l'homme, et nous aborderons ensuite les différents courants philosophiques des droits de l'homme et voir encore les différentes consécrations des droits de l'homme. Et enfin, clôturer par le mécanisme de protection des droits de l'homme. Chers camarades, je pense que personne d'entre nous n'ignore aujourd'hui, et surtout dans nos États africains, et précisément à la République démocratique du Congo, ce qui se passe. Et comme est-ce que de plus en plus, on a commencé à parler de ces droits de l'homme. Mais c'est quoi les droits de l'homme? Avant d'arriver à la définition, à fournir la définition ou les définitions des droits de l'homme, il est important que nous comprenions d'abord ce que signifie le droit au pluriel. Par exemple, on parle des droits au pluriel. Généralement, lorsque nous parlons de droits, nous faisons allusion aux droits subjectifs en parlant des droits de l'homme. Les droits subjectifs, subject, les sujets, et ce qui exige, c'est quelque chose qui exige un comportement vis-à-vis des autres. En fait, ces droits établis donc en lien entre le propriétaire d'un bien avec son bien. Et c'est ainsi qu'on dira, c'est mon droit, c'est votre droit. Et il y a plusieurs définitions que nous pouvons donner là-dessus. L'homme au pluriel. Si on dit droit de l'homme, l'homme au pluriel comprend aussi bien, j'allais dire simplement, l'être humain. Filles, garçons, femmes, enfants, jeunes et vieux, tous nous sommes là dans l'homme. Et aujourd'hui, on préfère utiliser les droits humains, d'autant plus qu'avec la montée de la protection des droits de la femme, et chez nous, nous parlons de la parité, les hommes croiraient que ce sont seuls les hommes qui ont ces droits ou qui bénéficieront de ces droits comme c'était avant. C'est ainsi qu'il est mieux de parler des droits humains, droits de l'être humain. Alors, aujourd'hui, de plus en plus, on parle des droits de l'homme de façon courante. C'est vraiment matière courante. Dans des conférences, dans des tables rondes, on parle de plus en plus de droits de l'homme. Et même aujourd'hui, hier, il n'y en avait pas. Il y a les masters en droit de l'homme, il y a les doctorats en droit de l'homme. En fait, c'est une matière qui est devenue très courante et une matière qui est devenue une matière très très importante, d'autant plus que, comme nous allons le voir, c'est la dignité humaine qui sera mise en jeu. C'est la dignité humaine, c'est la reconnaissance même de la dignité humaine à travers tous ces droits-là. Et voilà. Je parlais des droits au pluriel aussi. Donc il y a plusieurs droits aussi, bien sûr, les droits économiques, politiques, scientifiques, le droit de solidarité. Au-delà du fait que ça soit quelque chose, une exigence, quelque chose qui exige un comportement vis-à-vis des autres,
Mais c'est aussi parce que droit au pluriel, c'est parce que aussi il y a plusieurs droits attachés à l'homme. Et si je peux me résumer en bloc, si je peux résumer déjà en avance toutes les définitions, je dirais, dans tous ces droits-là que nous aurons à énumérer, je dirais ce qui est en jeu, c'est justement la reconnaissance de la dignité humaine. Mais pourquoi c'est court? Pourquoi c'est court? Oui, c'est court poursuit quand même un certain nombre d'objectifs. Entre autres, nous serons appelés à suivre ce cours pour que dans chaque situation, à travers le monde, à travers notre pays, nous puissions être en mesure d'identifier lesquels violent les droits de l'homme. Et entre autres, nous devons aussi nous familiariser avec l'interdépendance ou encore les concepts de droit. Non seulement nous devons réagir face aux différentes violations des droits de l'homme, mais nous serons aussi amenés chaque fois qu'il y a cette violation, analyser les contextes et donner solution si possible par rapport aux différents droits de l'homme. D'emblée, déjà, je vous dis, un droit, on les réclame. Un droit, on peut l'exercer ou on peut l'abandonner. Les droits de l'homme mettra en présence des intérêts opposés. L'intérêt du peuple qui cherche à voir son droit garanti et exercé avec toute liberté, et de l'autre côté, le gouvernant qui, lui, même s'il est en train de violer les droits de l'homme, il ne vous dira pas qu'il est en train de violer les droits de l'homme. En d'autres termes, pour que réellement le gouverné entre ou encore bénéficie de ces droits-là, il est obligé de connaître ses droits et de l'exercer, de le demander. Par exemple, laquelle nous verrons plus loin, avec les droits de l'homme, on n'a pas reconnu gratuitement, comme ça, ou sans aucun effort à l'homme ses droits. C'est à partir de plusieurs révolutions, à partir des révolutions qu'on a commencé à reconnaître aux droits aux citoyens plutôt, un certain nombre de droits de l'homme. Alors, définissons maintenant le droit de l'homme. Définissons maintenant les droits de l'homme, autrement dit les droits humains ou les droits humains. Il y a plusieurs définitions. Nous pouvons dire les droits humains sont les droits inaliénables à tous les êtres humains, ou encore inaliénable de tous les êtres humains, c'est mieux, quelle que soit sa nationalité, quel que soit le lieu de résidence, les sexes, l'origine, l'ethnie. En d'autres termes, je vais dire, l'homme bénéficie de ces droits qui sont les droits innés qui lui sont attachés. Droit inné, c'est-à-dire dès la naissance, parce qu'il est né homme, qu'il bénéficie donc de ses droits. Parce qu'il est né homme, qu'il bénéficie de ses droits de l'homme. Alors, il y aura plusieurs définitions que nous allons donner, mais prenons quelques définitions qui sont mieux structurées. Donnons une définition scientifique de droits de l'homme. Parlons des définitions scientifiques. Nous aurons aussi à parler des définitions techniques selon Karl Wassac. Et il y aura encore une définition bidimensionnelle de Yves Madiot. Mais du point de vue technique, une définition technique. Commençons d'abord par une définition scientifique, j'allais dire. Une définition scientifique. René Cassin, en français, nous définit
le droit de l'homme comme une science sociale. Une science, ça signifie une science autonome. Nous connaissons quand est-ce qu'on peut appeler une théorie, une science, une discipline, une science. Généralement, lorsque cette discipline est une science, parce qu'on peut l'étudier de manière autonome. Et René Cassin va définir le droit de l'homme comme une science, c'est-à-dire une discipline scientifique qui a pour critère la dignité. La dignité, comme je le disais plus loin, qui a pour critère la dignité et l'objectif d'assurer l'existence de cette dignité. Comme pour dire, les droits de l'homme, c'est une science parce que c'est une discipline. Je vous ai dit, même aujourd'hui, c'est étudié. Il y a même un master de droit de l'homme, un doctorat en droit de l'homme. Et le critère, c'est la dignité. Je vous ai dit, si on nous reconnaît tous ces droits, c'est parce qu'on voulait reconnaître un certain nombre de valeurs à l'homme. On devait rendre l'homme sa dignité. Puis là, nous dirons que l'homme est né à l'image de Dieu. L'homme est créé à l'image de Dieu. Et cette créature qui ressemble à Dieu lui-même mérite un certain nombre de droits. Et on a dit l'objectif de ces droits, ce sera, ou l'objectif de cette science, ce sera même assurer l'existence de cette dignité. Qui doit l'assurer? La responsabilité sera partagée. Les concernés, c'est-à-dire le peuple par exemple, les concernés, l'homme lui-même a exercé ses droits et le gouvernant doit chercher à garantir ces droits-là. Si je peux me répéter, une définition scientifique dira les droits de l'homme, c'est une science sociale, une science autonome qui a pour critère la dignité et l'objectif assurer l'existence de cette dignité. Nous allons prendre une deuxième définition technique de Karl Wassak. Vous savez, pourquoi définition technique? Karl Wassak va introduire la technique, plus précisément l'ordinateur. Il va introduire la technique ou la technologie dans le cadre des droits de l'homme. Qu'est-ce qui va se passer à ce niveau ici? Il doit réunir plus de 50 000 mots utilisés en droit de l'homme et il doit l'insérer dans l'ordinateur. Et l'ordinateur, à travers ce mot utilisé, les 50 000 mots utilisés des droits de l'homme, la personne qui sera intéressée, ça sera le travailleur. Et la définition sortie après avoir inséré 50 000 mots de droits de l'homme, ça sera le droit de l'homme, c'est le droit des travailleurs, droit de personnes qui travaillent. Pourquoi les droits de personnes qui travaillent? Parce que l'homme qui travaille est souvent victime de différentes violations de ses droits. Et avec Karl Wassak, la définition technique nous donne comme définition des droits de l'homme, droit de la personne qui travaille, droit du travailleur. Et pourquoi? Nous avons dit parce que les travailleurs est victime de plusieurs violations des droits de l'homme. Et nous le savons aussi chez nous ici, qu'est-ce qui se passe lorsque nous allons souvent trouver le travail. Il y a plusieurs exemples que nous allons trouver, mais bien sûr, dans les supports. Définition bidimensionnelle. Là, c'est Yves Madio. Yves Madio va nous donner une définition, mais il va s'intéresser justement à deux niveaux. On dit bidimensionnel parce qu'il va s'intéresser au respect des droits de l'homme au niveau interne et sur le plan international. En d'autres termes, il dira les droits de l'homme sont les droits qui sont respectés au niveau
national et au niveau international. Et il dira à ses propos, on ne peut pas respecter les droits, reconnaître les droits de l'homme sur le plan international sans pour autant les reconnaître aussi sur le plan national. Et vice-versa. Sinon, ces droits n'auront pas de sens. Et après ces différentes définitions, il y aura encore une définition de Morgan. Et lui va définir les droits de l'homme comme l'ensemble de prérogatives gouvernées par des règles que les personnes détiennent en propre. Que les personnes détiennent en propre. Comme pour dire, c'est justement où ce sont les droits inhérents à la nature humaine. Vous avez ces droits parce que vous êtes né être humain. Et dès la naissance, nous possédons ces droits-là. Et je vous ai dit, ces droits engageront une guerre entre les gouvernants et les gouvernés. Et les gouvernés voudront avoir plus de droits. Et les gouvernés auront toujours tendance à détruire ou à méconnaître ces droits-là, même s'ils n'accepteront pas qu'ils sont en train de les méconnaître. Et voilà, après cette série de définitions, avant d'aller aborder ou d'aborder les caractéristiques et les différentes générations des droits de l'homme, il est important aussi que nous puissions faire une différence ou rapprocher les droits de l'homme de quelques concepts qu'on utilise souvent. Nous trouvons souvent, des fois on parle des droits de l'homme et liberté publique. Y a-t-il une différence? Droits de l'homme et liberté publique, y a-t-il une différence? Oui. Nous allons dire simplement, les droits de l'homme sont les droits universellement reconnus à tout individu, quel que soit sa nationalité, race, ethnie, couleur ou encore sexe. Mais les libertés publiques sont les droits de l'homme, bien sûr, reconnus sur le plan interne par le droit positif. En d'autres termes, je dirais, les droits de l'homme ont pour source le droit naturel et les libertés publiques ont pour source le droit positif. Et les droits de l'homme, reconnus universellement à tout individu, droits reconnus universellement, et sur le plan interne de chaque État, le gouvernement doit reconnaître ces droits aussi au sein de son État à ses membres. Il doit les reconnaître. Et ces droits-là reconnus par les droits positifs sur le plan interne, c'est ce qu'on appelle les libertés publiques, qui sont données par l'État, qui sont données par les gouvernants. Nous parlons aussi de droits de l'homme et droits humanitaires. Les droits humanitaires, c'est les droits pendant la guerre. Les droits qui s'appliquent pendant la guerre. Et nous verrons, leurs sources, ce sont les différentes conventions de Genève et leurs protocoles additionnels. Les droits humanitaires protègent les civils pendant les guerres, réglementent sur le type d'armes à utiliser pendant les guerres ou la guerre, et j'en passe. Mais des fois nous parlons de noyau dur des droits de l'homme. Il y a des dispositions intangibles des droits de l'homme qui s'appliquent même pendant les temps de guerre, aussi bien pendant la paix que pendant la guerre. Nous savons très bien qu'en parlant des droits humanitaires, nous distinguons le jus ad bellum et le jus ad in bello. Jus ad bellum et le jus in bello, nous savons bien distinguer cela, mais cela
ce n'est pas notre matière aujourd'hui. Il est question simplement de dire les droits de l'homme est souvent appliqué pendant la paix et les droits internationaux ou les droits humanitaires pendant la guerre. Mais qu'à cela ne tienne, où malgré cela, les droits de l'homme va s'appliquer même pendant la guerre, dans certaines mesures, et on parlera des noyaux durs de droits de l'homme, non dire pourquoi pas ça s'applique aussi bien pendant la période de paix que pendant la période de guerre, noyaux durs ou dispositions intangibles. Parmi ces dispositions, nous trouverons par exemple le droit à la vie. Le droit à la vie. La vie est sacrée. La guerre n'a pas pour objectif de tuer l'ennemi. La guerre a pour objectif d'affaiblir l'ennemi, de neutraliser l'ennemi. Et lorsque l'ennemi se rend, lorsque l'ennemi abandonne l'arme, lorsque l'ennemi n'est pas au front, il ne doit pas en principe être attaqué. Parce que l'objectif de la guerre, c'est d'affaiblir l'ennemi. Et voilà, nous allons vers le point 2, les caractéristiques et générations du droit de l'homme. Quelles sont les différentes caractéristiques du droit de l'homme? Quelles sont les différentes caractéristiques des droits de l'homme? Nous allons en déduire 4. Nous dirons d'abord, les droits de l'homme sont les droits inaliénables. Inaliénables. Les droits que nous avons par le simple fait d'être humains, par le simple fait de naître homme. Ces droits-là, homme comme animal raisonnable, homme comme nous venons de le dire, dans l'homme nous voyons tout le monde. Et ce droit-là est inaliénable, qu'on ne peut pas aliéner, qu'on ne peut même pas vendre, un droit qu'on ne peut même pas réduire. Deuxième caractéristique, ces droits-là sont universels. Universels, c'est-à-dire applicables à tout et à tous. Universels, indépendamment de notre nationalité, indépendamment de notre race. Et voilà, vous savez comment est-ce qu'on condamne aussi les racismes. Troisième caractéristique, les droits de l'homme sont égaux. Et là, nous parlons de la discrimination. Les droits de l'homme sont reconnus sans discrimination d'être. Sans discrimination, les droits de l'homme. Et quatrième caractéristique, disons, les droits de l'homme sont indivisibles et interdépendantes. Alors, ces droits sont indivisibles. On ne peut pas dire que nous reconnaissons seulement tel nombre de droits à un individu, pas tel autre nombre de droits à cet individu. Tous les droits sont reconnus à tout le monde, à tout un chacun, de la même manière, indivisible. On ne peut pas reconnaître seulement quelques droits et ne pas reconnaître d'autres droits de l'homme. Donc, ces droits-là, un droit ne peut pas être assuré au détriment de l'autre. En résumé, parlant de caractéristiques des droits de l'homme, nous dirons que les droits de l'homme sont universels, inaliénables, égaux, indivisibles. Et c'est ce que nous venons d'expliquer tout à l'heure. Et toujours sur ce point 2, après avoir abordé les différentes caractéristiques des droits de l'homme, il sera maintenant question que nous parlions de génération des droits de l'homme. Parlant des générations des droits de l'homme, mes chers frères et sœurs, chers apprenants, chers étudiants, chers camarades étudiants, nous allons parler des générations des droits de l'homme.
en parlant de génération des droits de l'homme, ne soyez pas étonnés à ce niveau ici, si vous trouvez d'autres personnes, au lieu de parler de génération des droits de l'homme, parlent des catégories des droits de l'homme. Mais pourquoi préférons-nous utiliser génération des droits de l'homme? Justement, parce que ces droits n'ont pas été reconnus au même moment. Ces droits-là ont été reconnus à l'individu de façon évolutive. On n'a pas commencé à les reconnaître au même moment. Et vous le savez, lorsque nous remontons à l'Antiquité, lorsque nous remontons plus loin, lors de l'état policier, nous savons que ce qui concernait le plus le gouvernant, même le roi, à l'époque de la monarchie, c'était plus l'intégrité territoriale et la sécurité. C'est ainsi qu'ils allaient plus de conquête en conquête. De conquête à conquête. C'est la raison pour laquelle nous allons retenir plus la génération des droits de l'homme. Et pour vous aviser, nous allons aborder 4 générations. Ne soyez pas aussi étonnés si jamais vous trouvez dans un ouvrage où on dépasse ce nombre de générations des droits de l'homme. Commençons avec les différentes générations des droits de l'homme. Nous aurons les droits de l'homme de la première génération. Ce sont les droits qu'on a reconnus plus, ou qu'on a reconnus en premier lieu aux différents êtres humains. Ce sont les droits civils et les droits politiques. Les droits civils et les droits politiques. Alors, dans cette génération, ce que nous allons constater plus, lorsque nous prenons notre constitution aussi, nous pouvons les lire. Déjà, à partir, nous prenons le titre 2 de la constitution, le titre 2 est consacré aux droits fondamentaux des citoyens et libertés publiques. Nous prenons, commençons à partir de l'article 34 à 49. Là, nous trouvons, pas de l'article, pardon, excusez. Là, ce sont les droits économiques et sociaux. Nous prenons, à partir de l'article 11 de la Constitution, l'article 11 à 33, nous pouvons trouver ces droits que notre Constitution reconnaît et qu'on catégorise dans la première catégorie ou première génération des droits de l'homme. Il y a 2 sous-groupes. Nous allons parler des droits civils et politiques. Lorsque nous analysons ces droits, nous allons constater que les États ont commencé d'abord par reconnaître un certain nombre de droits de façon autonome à l'individu. En d'autres termes, le gouvernant vous reconnaît un certain nombre de droits, mais le gouvernant n'en assure pas la défense. Il vous reconnaît un certain nombre de droits, il vous laisse l'autonomie de le défendre. C'est ainsi que je parlais. Il y a une idée de l'autonomie individuelle. Et c'est ce qui renferme même l'idée du libéralisme économique à l'époque, de l'État gendarme. L'idée de libéralisme économique, avec cette idée-là, nous verrons quoi? Comme de principe, laisser faire, laisser passer. Le droit. On vous reconnaît un certain nombre de droits. Ce droit reconnu, mais il vous appartient vous-même de défendre ces droits.
l'État ne fait rien pour la défense de ses droits. Comme conséquence, il y aura quoi? Le plus fort vont dominer sur le plus faible. Et c'est ce qui va renfermer même l'idée de Karl Marx au début. Hein, les prolétaires qui étaient majoritaires, qui devaient aller chercher du travail chez le bourgeois qui était minoritaire, parce qu'ils avaient les moyens de production, ils ont dompté les prolétaires. Vous verrez que les pauvres seront dominés par les riches. Parce que l'État n'intervient pas. Il n'intervient pas pour défendre ses droits. Il vous laisse la latitude, l'autonomie individuelle. Chacun, la liberté de défendre comme il veut ses droits. Il n'intervient pas, il les reconnaît simplement. Et au niveau de la deuxième catégorie sont les droits politiques. Et je dirais à ce niveau, généralement, dans beaucoup d'États, on reconnaît que le droit civil à tout le monde, aussi bien aux nationaux qu'aux étrangers, mais les droits politiques sont souvent, dans une certaine mesure, reconnus aux seuls nationaux. Et les droits politiques, nous allons voir certainement, ça va viser une autonomie de participation. Et par exemple, on va vous reconnaître le droit d'élire, participer aux élections. Alors, comme vous me résumez, je dirais, le droit civil va reconnaître un espace de liberté. Mais à l'homme, et cette liberté-là sera confrontée à une attitude négative du pouvoir. Ça signifie quoi? L'État vous reconnaît un certain nombre de droits et que lui-même n'en assure pas la protection. Et vous verrez, les pauvres seront dominés par le riche. La liberté vous est reconnue, mais cette liberté devait être protégée par l'homme lui-même, pas l'État. Donc, les riches vont dominer. L'action négative de l'État va faire en sorte que les riches puissent dominer aux pauvres sur les pauvres pendant cette génération des droits de l'homme. Et nous verrons, parmi ces droits, il y aura comme contenu les droits à la vie, les droits à l'intégrité physique, lutte contre la torture, ainsi de suite. Nous aurons à énumérer tous ces droits-là répartis dans la Constitution, entre autres les droits que nous pouvons énumérer: droit à l'égalité, droit à la non-discrimination, droit à ne pas être expulsé au territoire national, droit d'être électeur, droit à la nationalité. Donc il y aura un certain nombre de droits que vous allez lire et voir dans la Constitution. En résumé, pour les droits de la première génération sont les droits politiques, droits civils et politiques contenus dans ce que nous verrons dans le pacte de droits civils et politiques. Le pacte que nous verrons plus loin dans l'évolution des droits de l'homme. Pacte des droits de l'homme, bien sûr. Et le droit civil, dans l'ensemble, va reconnaître un certain nombre de libertés que l'homme lui-même est appelé à défendre, l'État n'intervenant pas. Et nous sommes bel et bien à l'époque de l'État gendarme, l'État policier. Ce qui préoccupait le plus, c'était l'intégrité territoriale. Mais au-delà de ça aussi, nous sommes pendant la période du libéralisme. Avec les principes de libéralisme, on vous reconnaît un certain nombre de libertés, laisser faire, laisser passer, comme principe. Le droit de l'homme de la deuxième génération. Les droits de l'homme de la deuxième génération, bien sûr, sont le droit
issus des impacts sur les droits de l'homme sont les droits économiques, sociaux et culturels. Les droits économiques, sociaux et culturels. Si nous pouvons renfermer ça, prendre le tout en bloc, il y a des sous-catégories que nous pouvons voir là-bas. On a parlé des droits économiques, sociaux. En parlant des droits économiques et sociaux, l'idéologie socialiste et communiste va naître à ce niveau-là. Au niveau des droits politiques et civils, les droits de la première génération, ça veut dire c'est plus l'autonomie individuelle qui est mise en jeu. C'est-à-dire on reconnaît en droit l'homme est assujetti aux pressions des riches de plus forts, d'autant plus que l'État reconnaît un certain nombre de droits, reconnaît la liberté, mais sans pour autant défendre cela. L'homme est au service de l'homme. Mais avec le droit de la deuxième génération, l'homme ne sera plus au service de l'homme. L'individu travaille maintenant pour l'État. L'individu travaille pour l'État. Puisqu'il travaille pour l'État, l'individu a une créance sur l'État. L'État lui doit protection. Les prestations que l'individu fournit à l'État entraînent que l'État puisse protéger. L'État cesse d'être l'État gendarme. L'État devient ici l'État provident. Parce que l'homme doit travailler maintenant pour la société. L'homme travaille pour la société. Et, par exemple, laquelle nous verrons les droits qui seront liés au statut des travailleurs. Les droits au logement, les droits à la santé, les droits à la propriété individuelle. Et nous allons constater, à la première génération, l'État reste pacifique, mais à la deuxième génération, l'État devient actif. Il reconnaît la liberté, il reconnaît le droit de l'homme, il reconnaît ses droits et lui-même en assure l'application aussi. Il veille à son application. Et nous allons formuler des critiques après. Nous allons maintenant vers le droit de la troisième génération. Troisième génération des droits de l'homme sont des droits collectifs ou le droit de solidarité. Et ces droits, ce sont les droits souvent reconnus par ou réclamés par le pays sous-développé aussi. Et parmi ces droits, nous pouvons compter le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui implique le droit à l'autodétermination, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, le droit de disposer librement sur les ressources naturelles, le droit à la cohabitation même pacifique, le droit à la cohabitation pacifique. Et, nous avons cela aussi dans notre constitution aussi. Et tous ces droits, nous les trouverons bien sûr dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Les droits collectifs sont les droits de peuple, les droits des peuples, les droits des entités, les droits des peuples. S'adresse, ici nous voyons plus l'individu seul, mais ici nous voyons le groupe d'individus. Les groupes d'individus. Et je parlais des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, les droits à la cohabitation pacifique,
Et c'est ici qu'on doit protéger le groupe. C'est ici, des fois, nous voyons les ayants droit, lorsqu'ils interviennent, des fois, sur leur terre, en réclamation même de ces droits ici. Nous avons les droits au développement. Bien sûr, ce sont les droits naissants. Les droits collectifs, droits des solidarités, les droits naissants, les droits au développement aujourd'hui, les droits à l'aide humanitaire, les droits à un environnement sain. Et si nous observons bien, tous ces droits sont les droits du groupe. Pourquoi ces droits-là font appel à une fraternité. À une fraternité, c'est-à-dire font appel à l'intervention d'un groupe. Et nous allons le trouver en Afrique comme des droits. En Afrique, ce ne sont pas simplement des déclarations, ce sont des droits qui sont vraiment consacrés, ce sont des droits contraignants que nous trouvons dans la charte africaine des droits de l'homme et du peuple. Les droits de l'homme et des peuples. Il y a une affaire que vous trouverez à faire en droit, que vous allez trouver même dans les notes, dans les supports. Et voilà. Nous allons terminer nos 2 premiers chapitres. Après avoir analysé les différentes générations du droit de l'homme, que nous pouvons aussi bien trouver dans notre constitution, parce que nous devons nous mettre en tête que depuis les différentes révolutions, la révolution française, commençant par la révolution américaine, les États ont pris l'habitude de placer dans les textes supérieurs de la nation, généralement appelés constitutions, ils ont l'habitude de placer tous ces droits-là, les droits fondamentaux des citoyens, dans leur constitution. Et après avoir analysé les différentes générations des droits de l'homme, nous allons maintenant aborder le chapitre 3e, la question liée à l'historique, à l'évolution historique des droits de l'homme. Parlons de la révolution. Excusez-moi, j'allais parler de l'évolution historique des droits de l'homme. Nous allons analyser ça à 2 niveaux. On va commencer par essayer un peu de dénicher s'il n'y a pas d'embryon, s'il n'y a pas en quelques mots le lumière ou encore quelques mots de droits de l'homme, quelques sens de droits de l'homme dans des civilisations anciennes. Parlant de la civilisation ancienne ou des civilisations anciennes, commençons par la civilisation égyptienne. Est-ce qu'on ne peut pas trouver un peu le débris des droits de l'homme? Les droits de l'homme, est-ce qu'on peut déjà parler des droits de l'homme à ce niveau-là? Je pense, tel que vous allez le voir dans les notes, dans le syllabus, nous ne pouvons pas parler des droits de l'homme déjà dans des civilisations égyptiennes. Pourquoi? Vous savez, pendant cette période, le roi, les pharaons étaient considérés comme Dieu. Les pharaons étant Dieu, on ne peut pas avoir un autre Dieu que Pharaon. Il n'y a pas d'autre sacralité en dehors de Pharaon. Et les pharaons avaient le droit à la vie ou à la mort sur leur sujet. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé pendant ces temps-là. Rappelez-vous aussi de ce qui s'est passé lorsque les Israélites étaient en Égypte. Vous savez ce qui s'est passé. L'esclavage en outrance. L'esclavage en outrance. Et vous savez,
le jugement de foi n'avait pas de place, pourvu que le roi puisse décider sur votre situation, et cela ne pouvait pas, vous n'avez même plus à dire, un mot à dire. Dans les civilisations indiennes, vous vous rappelez, moi, nous ne pouvons pas parler un peu d'embryon des droits de l'homme, d'autant plus qu'il y a eu de l'esclavage. Vous savez, même, quand bien même on a parlé des codes d'Hammurabi, vous savez ce qui s'est passé avec ces codes d'Hammurabi. Revenons dans des civilisations grecques. Nous savons que si les Romains ont dominé le monde avec la guerre, mais les Grecs ont dominé le monde avec la raison. Nous disons souvent la civilisation hellène. Déjà avec Platon et Aristote, on a commencé. C'est à partir de ces civilisations on pourrait déjà voir un embryon de droits de l'homme. On commence à parler des droits de l'homme. Mais pas en termes de droits de l'homme, mais en termes de droits des citoyens, par exemple, de participer à la vie politique. Déjà là, on commence à parler des droits des citoyens à participer à la vie politique. J'ai dit, avec Aristote, il y a déjà une idée de liberté, mais cette liberté-là était reconnue aux citoyens, surtout dans la vie politique. Mais même là, ces droits n'avaient pas un caractère universel. Ces droits étaient reconnus à seuls citoyens habitant Athènes. Et la Grèce appliquait aussi l'esclavage. Et à ce titre même, on peut aller plus loin pour voir. Aristote disait que l'esclave est une machine qui doit travailler. Déjà, voilà un peu, nous ne pouvons pas voir les droits de l'homme tels qu'on en parle aujourd'hui. Quand bien même l'idée de liberté était déjà là. Et cette idée de liberté, c'était plus attachée aux seuls citoyens d'Athènes. Je vais simplement dire que les autres n'avaient pas ces droits. On a appliqué l'esclavage. Donc c'était juste un embryon de droits de l'homme, de droits des citoyens. Mais puisqu'on a appliqué, on participait, puisqu'on a appliqué l'esclavage, il y a un problème qui s'est posé. On parlait même de droit. Toi, tu n'as pas le droit de citer. Ces expressions-là viennent de là. Tu n'as pas le droit de citer parce que tu ne vis pas, tu n'es pas citoyen athénien. Or, les droits de l'homme ont un caractère universel. Les droits de l'homme ont un caractère universel, nous l'avons dit. Ces droits-là sont inaliénables même de l'homme. Et ici, on ne voit pas ces caractères-là. Mais déjà ici, on pouvait déjà commencer à parler de liberté. Du moins, il y a un embryon à partir de la civilisation ou des civilisations grecques. Vous allez les voir plus loin. Voyons encore au niveau de civilisation romaine. Même chez les Romains, nous savons qu'au niveau de Rome antique, Rome, il y avait des stratifications, il y avait des classes sociales. Cette différenciation-là refuse déjà un droit qui serait universel. Nous parlons de plébéiens qui étaient des simples observateurs de la vie publique, des affranchis. Il y avait les restes, les esclaves qui étaient considérés comme des choses. Des choses. Et là aussi, on parlait des citoyens. Seuls les citoyens romains avaient droit de cité. Ils pouvaient affranchir. Comme à peu près ici au Congo, à l'époque de la colonisation, on parlait des évolués. Je vois encore des traces à Gombe. Là, on parle de place des évolués. Il y a encore des traces ici. Les affranchis qu'on pourrait reconnaître un certain nombre de droits. Les caractères universels, il n'y en a pas aussi à ces niveaux-là. Donc, justement, cet embryon-là va continuer comme chez les Grecs, vous savez même,
même chez les Romains, ce qui était chez les Grecs va compter chez les Romains. Vous savez, même à l'époque du Christ, qu'est-ce que les Romains ont fait jusqu'à l'époque du Christ? Vous savez, aussi c'est là. Après avoir analysé au niveau des anciennes civilisations égyptiennes, la civilisation grecque, civilisation romaine, voyons un peu dans des religions, et surtout les religions monothéistes. Si on peut trouver l'embryon du droit de l'homme, commençons en parlant des religions monothéistes. Je vois d'abord la religion juive. Alors voilà, nous connaissons l'histoire de Moïse, l'histoire des Israélites. Pour ne pas aller plus loin, les Israéliens ou les Israélites, contre les avis du pouvoir des pharaons, vous savez, ils étaient là, tenus en esclavage en Égypte, contre les abus du pouvoir des pharaons. Moïse va recevoir l'ordre de Dieu de sortir les Israélites de l'Égypte. Et en cours de chemin, Moïse va monter, tel que nous le connaissons, au mont Sinaï. Et là, il aura les décalogues. 2 pierres sur lesquelles se trouvaient les 10 commandements de Dieu. 2 pierres qui portaient les 10 commandements de Dieu. Et les 10 commandements de Dieu va commencer déjà à placer quelques droits de l'homme. Voilà, les 10 commandements de Dieu va orienter les relations entre l'homme et Dieu et les relations entre les hommes. Tu n'auras qu'un seul Dieu, c'est ton Dieu, tu n'auras pas un autre Dieu, ainsi de suite. Et généralement, vous en trouvez, je pense, 3 qui traitaient des relations entre l'homme et Dieu, et les autres commandements entre les hommes. Tu ne tueras point. Voilà, la sacralité de la vie vient de là. Et déjà, à partir de là, l'idée selon laquelle l'homme est créé à l'image de Dieu, la vie est sacrée, va continuer à naître. Mais malheureusement, nous allons déjà voir l'idée des droits de l'homme, là. Malheureusement, les Juifs reconnaissaient ce droit, reconnaissaient ce que Dieu leur avait présenté comme principe contre les Juifs. Ils ont falsifié ce droit. Pourquoi? Parce que les Juifs ne reconnaissaient pas ces droits-là aux étrangers. Ils s'attaquaient aussi aux étrangers. Or, nous avons dit, les droits de l'homme ont un caractère universel. Chez les chrétiens, voyons, l'idée de l'homme créé à l'image de Dieu va encore surgir. L'homme doit être traité avec dignité. Et nous l'avons dit, si nous prenons tout ce mot de droits de l'homme, tous ces droits-là, tous ces droits voulaient simplement rendre à l'homme sa dignité. Laissez-moi rendre à l'homme sa dignité. Et le Christ va venir avec l'idée selon laquelle tous ces commandements ne pourraient être résumés qu'à celui d'amour. Aimer ton prochain. Voir Dieu dans son prochain. L'altruisme va naître. Vous ne pouvez pas faire le mal à son prochain. Tout ce que vous ferez du mal, vous le ferez au Christ, donc à Dieu. Voilà, le christianisme va encore s'y renchérir. Ne commettez pas le mal par le mal. Aimez vos ennemis. Et voilà, avec ces notions-là, ou cette notion-là de bien, la notion d'amour qui résumerait tous les commandements, l'idée des droits de l'homme
va naître aussi. Si nous prenons le Coran avec la religion musulmane, nous ne trouverons pas aussi nous ne trouvons pas aussi là où le Coran va autoriser la mort ou la tuerie. Le Coran aussi reconnaît un certain nombre, reconnaît la dignité humaine. Mais nous connaissons qu'est-ce qui va se passer avec la déviation dans l'application aussi. Et voilà, nous allons devoir dans les différentes civilisations, d'abord, vous ne pouvez pas trouver l'embryon de droit de l'homme chez les Égyptiens de l'époque parce que Pharaon était Dieu. Et chez les Indiens, même, malgré le code d'Hammurabi. Et nous sommes venus chez les Grecs déjà avec l'idée de Platon. Platon est venu avec l'idée de liberté. On a commencé à reconnaître la participation politique, mais hélas, seulement au sel athénien. Il y avait l'esclavage qui était appliqué, du moins, avec la Grèce, on pouvait trouver l'embryon de liberté. Et même chez les Romains, malgré chez les Romains, il y avait aussi des classes sociales. On a appliqué aussi. D'ailleurs, l'esclave avait, on l'appelait Venus. L'esclave avait une valeur vénale. On pouvait vendre l'esclave. Voilà, les caractères universels de droits de l'homme étaient aussi bafoués. Nous sommes venus dans les religions monothéistes. On vit chez les Juifs avec le 10 commandements. On a reconnu quand même une certaine valeur à l'être humain. Et le christianisme est venu avec le commandement d'amour, surenchérir toujours avec la sacralité de la vie. La vie est sacrée et que nous devons respecter l'autrui, qui est l'homme est créé toujours à l'image de Dieu. Voilà, chers camarades étudiants, chers apprenants, le Master 1, nous limitons d'abord là pour aujourd'hui. Et la prochaine séance, nous allons parler du courant philosophique des droits de l'homme. Et bon, maintenant, à quand réellement la consécration des droits de l'homme? Quand est-ce qu'on parlera réellement des droits de l'homme et le mécanisme de défense des droits de l'homme? Merci.